Des corps incinérés par milliers, sans interruption. Des malades en détresse, suffoquant dans des voitures, sur les trottoirs, par terre. Des familles bouleversées, en quête d'oxygène, de lits, de docteurs pour sauver leurs proches malades. Ces images nous viennent de l'Inde, pays terrassé par une deuxième vague de Covid-19 depuis mars 2021. Le pays a atteint le record mondial de 400 000 contaminations par jour le 1er mai 2021 et dépassé les 4 000 morts par jour. Au total, 22 millions de personnes ont été atteintes du Covid-19 et plus de 240 000 en sont mortes. Mais comment l'Inde, plus grande productrice de vaccins au monde, en est-elle arrivée là? Comment la pharmacie du monde, telle qu'on la surnomme, s'est-elle retrouvée à court de vaccins? Les brevets sur les vaccins y sont-ils pour quelque chose? Avant de revenir plus tard sur les autres causes de la deuxième vague en Inde, penchons-nous d'abord sur les fameux brevets pharmaceutiques. Un brevet, en fait, c'est une autorisation de monopole qui est donnée par un État sur son propre territoire pendant une période de 20 ans. Pendant 20 ans, Pfizer aura un monopole sur le marché américain. Ça va permettre à Pfizer de faire 15, 20, 25 milliards de profit, mais je veux dire, c'est pas censé être l'objectif. En octobre 2020, l'Inde et l'Afrique du Sud, soutenus par une centaine de pays émergents, avaient demandé la levée des brevets à l'OMC, une requête sans cesse repoussée. 7 mois après cette demande, le 5 mai 2021, l'administration Biden s'est dite favorable à la suspension des brevets face à des circonstances extraordinaires. Et même si certains pays riches, jusque-là opposés à la levée de la propriété intellectuelle, suivent Biden, comme la France et l'Italie, d'autres comme la Suisse, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, le Japon, ont du mal à changer d'avis. Et, alors que leur presse, il faut attendre une décision unanime des États membres de l'OMC pour que les brevets soient levés. On entend beaucoup parler de solidarité, c'était beaucoup dans la bouche des responsables politiques au printemps dernier, et puis aujourd'hui, la réalité crue, c'est qu'il n'y en a pas vraiment de la solidarité. Ce qui est à la fois humainement et moralement consternant, et puis aussi qui n'est pas efficace en termes de lutte contre l'épidémie, parce que tant qu'on aura une épidémie très vive sur un certain nombre de continents, avec le développement de variants, à un moment donné, il y a forcément un effet boomerang, et c'est une menace pour tout le monde. Mais des fervents défenseurs des brevets se posent la question. L'Inde serait-elle capable de produire des vaccins si elle obtenait la levée des brevets? Il faudrait qu'on arrive à se libérer des visions un peu paternalistes sur les capacités des pays du Sud, parce qu'il y a beaucoup plus de capacités que ce qu'on croit. Notamment dans un pays comme l'Inde, il y a une grande pauvreté, mais il y a aussi une grande sophistication de la technologie et de l'usage de la technologie en Inde. Ils ont besoin de pouvoir commencer dès aujourd'hui. Tant qu'il y a des brevets, c'est interdit pour eux de faire ça. Le Serum Institute of India, plus grand fabricant de vaccins au monde, avait dès juin 2020 signé un accord avec le groupe suédo-britannique AstraZeneca pour produire 1 milliard de doses de ce vaccin, notamment destinées à l'export. 200 millions de ces doses étaient prévues pour les pays les plus pauvres dans le cadre du programme d'accès aux soins équitables de l'OMS, le COVAX. Fin avril, l'Inde avait déjà exporté 66 millions de doses. Il est aujourd'hui impératif que l'ensemble des pays du monde puissent produire les meilleurs vaccins. Et ça veut dire avoir accès à l'ensemble des savoir-faire, à l'ensemble des informations, des retours sur les processus d'essais et d'erreurs industrielles. Mais il est vraiment urgent d'y répondre aujourd'hui. Si on avait répondu à cette demande-là il y a 6 mois, les choses seraient différentes aujourd'hui. Face à la seconde vague, mais aussi à cause d'une pénurie de matières premières, l'Inde a dû suspendre ses exports le 24 avril 2021, dont ceux pour le programme COVAX, ce qui affecte particulièrement des pays africains comme le Ghana, l'Ouganda, le Kenya, qui attendent désespérément pour certains leur deuxième dose du vaccin. Faire du vaccin un bien public mondial, ça ne veut pas juste dire donner les doses qui nous restent une fois qu'on a terminé notre plan de vaccination aux pays les plus pauvres, parce qu'il n'y aura pas assez de doses. Et ça, c'est aujourd'hui ce que font les Européens, c'est donner les miettes aux pays les plus pauvres. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que dans beaucoup de pays du Sud, il n'y a pas de perspective sérieuse d'accès à des volumes avant très longtemps. Et on le compte en années. 75% des vaccins contre le Covid administrés dans le monde l'ont été dans 10 pays développés. Et les pays considérés à faible revenu par la Banque mondiale ont reçu 0,2% des doses. Le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, à la tête de l'OMS, qui soutient la levée des brevets et qui remerciait l'Inde pour sa demande, avait donné cette statistique choquante. 1 personne sur 4 est vaccinée dans certains pays riches, contre 1 sur 500 dans certains pays pauvres. Quand on regarde les investissements publics sur la recherche des vaccins ARN messagers, c'est 30 ans de recherche largement subventionnée dans le secteur public et les universités.
Donc on a payé avant. Ensuite, là, on a payé l'année dernière pour finir les essais cliniques et organiser la production. Et on a préacheté. On devrait absolument lever ces contrôles à cause de l'urgence, mais aussi parce qu'il y a eu énormément d'investissements publics faits sur ces technologies. Tant que nous ne sommes pas tous vaccinés, nous continuons d'être tous face aux risques liés au Covid. Une telle stratégie, c'est une stratégie de bon sens, c'est une stratégie qui va permettre de sauver des milliers, voire des millions de vies dans les pays émergents, mais c'est aussi une stratégie qui va dans l'intérêt même des populations des pays du Nord qui peuvent être réinfectées si de nouveaux variants se développent dans les principaux foyers d'infection aux 4 coins du monde. Évidemment, la levée des brevets ne suffirait pas à régler la situation en Inde immédiatement. S'il n'y a pas un transfert de technologie de la part de, par exemple, les firmes qui aujourd'hui font les vaccins et qui ont appris à le faire et savent le faire, ça prendra plus de temps. C'est une erreur de nier la capacité aux producteurs pharmaceutiques, que ce soit en Inde, au Bangladesh, au Brésil, en Afrique du Sud, en Chine, à faire ces vaccins-là. En Allemagne, en Belgique, des compagnies qui ne savaient pas faire ces vaccins il y a encore 6 mois, aujourd'hui sont en train de le faire pour Pfizer, pour Moderna, etc. Enfin, au-delà de la pénurie de vaccins, comme on le disait au début de cette vidéo, de nombreux facteurs ont joué dans la propagation de cette deuxième vague. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a organisé des meetings géants au Bengale occidental pour sa campagne aux élections régionales sans aucun respect des précautions sanitaires et des gestes barrières. Le pèlerinage hindou Kumbh Mela dans le fleuve sacré du Gange a été autorisé par les autorités. Plus de 25 millions de personnes y ont afflué depuis janvier. Et Holi, la fête des couleurs, a été célébrée dans tout le pays. Enfin, les autorités indiennes ont blâmé le variant indien, ou B1617, pour expliquer l'explosion des cas. Or, plusieurs épidémiologistes et généticiens indiens affirment qu'il n'est pas plus contagieux que les autres variants, et qu'il l'est même moins que le variant anglais, d'ailleurs bien plus présent en Inde. Enfin, selon eux, le variant indien identifié dès octobre 2020 aurait enclenché la deuxième vague bien plus tôt s'il était si contagieux. À présent, devant une Inde à genoux, les pays occidentaux lèveront-ils leurs brevets? Ou l'apartheid des vaccins va-t-il continuer?